Docteur Hamimi m'a chargé de vous parler en fait de la place du coroscanner dans la prise en charge du patient coronarien. Bien sûr, il faut savoir que le coroscanner, il a l'avantage d'être un examen non invasif, qu'il est rapide, qu'il est disponible. Donc finalement, si on le veut, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas comme l'IRM. Et bien sûr, j'insistais maintenant avec la synchronisation à l'ECG. Voici un avantage en fait. C'est un micro qui est allumé. Il vaut mieux l'éteindre. Monsieur Selim, je crois, c'est bon. L'intérêt du coroscanner, c'est surtout, je le dis et je vais le redire, c'est l'exclusion d'une coronaropathie par sa valeur prédictive négative de plus que 98%. Et puis aussi l'évaluation très thérapeutique de la coronaropathie stable, à savoir par l'analyse du luminogramme artériel, mais surtout l'analyse de la plaque athéromatose. On voit ici l'intérêt de ce coro-scanner par cette étude montrant la diminution du taux de mortalité d'origine cardiaque et vasculaire dans le bras des patients qui ont bénéficié d'un coro-scanner par rapport à ceux qui ont bénéficié juste d'une épreuve d'effort, ce qui veut dire une amélioration du pronostic de ces patients. Là, le fameux schéma qu'on connaît tous des guidelines qui datent depuis 2019, on est en 2024, mais qui reste toujours d'actualité, c'est la place de ce coroscanner pour les patients à faible risque, bien sûr avec une expertise locale, que c'est valable comme technique dans le centre dont vous exercez. En plus aussi, pas d'histoire de coronaropathie ancienne. Sinon, on va dans les hauts risques ici. On pourrait là proposer des tests non invasifs et après ces tests non invasifs, on va demander encore le coroscanner pour aboutir à une prise en charge bien particulière de ces patients. Et on connaît encore bien aussi ce papier qui a bien montré après l'évaluation clinique, l'évaluation paraclinique et selon le risque ici de coronaropathie, si bien sûr l'état clinique du patient, la préférence aussi, que c'est available aussi l'expertise locale pour les faibles risques, en, en stable, avec risque faible intermédiaire, on va aller au coroscanner. Dans les hauts risques, on va aller bien sûr au test invasif. Mais aussi, on pourrait faire ce coroscanner quand on a un syndrome coronarien aigu, stable, avec un ECG normal et des troponines négatives. Ces recommandations européennes ont été transposées à l'autorité de santé et on voit bien que le coroscanner occupe une place bien reconnue. Pardon. Et on voit là un cas avec lequel on va commencer. C'est un homme âgé de 37 ans. Il a un tabagisme actif. Il a 2 épisodes de douleur thoracique. Là, en fait, c'est des reconstructions MIPE. Je vais l'expliquer par la suite. Et si on voit très bien, peut-être une petite dépression ici au niveau de l'IVA. C'est pas très clair, mais quand on fait regarder les coupes natives, regardez cette plaque hypodense et qui est sténosante par endroit avec ici un remodelage positif. On voit bien qu'il y a une belle plaque pour ce patient-là, qui était un sujet jeune, pour lequel, s'il avait fait une coronarographie avec cette petite dépression, on pourrait l'interpréter comme normal. Mais ceci ne va pas contredire ce qu'on dit toujours, que la coronarographie reste le gold standard pour l'évaluation de la perméabilité coronaire, de la quantification des sténoses et de l'appréciation des différents lits d'aval. Le coroscanner, je le redis encore une fois, pourquoi il prend une place vraiment très importante, c'est surtout par son excellente valeur prédictive négative. Et
On a aussi, donc, grâce aux évolutions technologiques du scanner multidétecteur, on a eu l'amélioration de ses capacités du scanner hélicoïdal en imagerie cardiaque. On a des coupes très fines avec un temps d'acquisition vraiment très court, hein, donc 17 à 20 secondes. Le scanner, voici le scanner c'est un scanner Siemens, 64 barrettes, 128 coupes, qui est très rapide et qui permet d'avoir vraiment une qualité d'image très impressionnante. Et je reviens, cette notion de synchronisation de l'acquisition à l'ECG et ce coroscanner, il permet non seulement l'étude morphologique, on voit ici donc le massif cardiaque, on pourrait étudier le péricarde, les artères coronaires, comme vous voyez là, donc aussi la portion initiale de l'aorte, mais aussi si on avait fait un mode rétrospectif, donc si on avait shooté tout le cycle cardiaque, ça va nous permettre de faire une analyse fonctionnelle, à savoir avec le calcul de la fraction d'éjection du VG. Comme vous voyez, ça c'est un tableau que la machine nous fait ressortir de façon systématique quand on fait le mode rétrospectif. Et regardez là, donc le mode ciné, qu'on pourrait voir, qu'on pourrait apprécier la cinétique. C'est vrai, c'est pas comme l'IRM, mais quand même, ça nous donne une idée sur la cinétique. Et puis, il y a eu de nombreuses innovations technologiques en scanner qui a permis l'amélioration des résolutions spatiales et temporelles. Il y a des scanners qui font une couverture en une seule apnée, c'est des scanners vraiment très rapides. Et puis aussi l'avancée dans les scanners avec le comptage photonique. Et là, ça reste en fait du domaine de la recherche, mais c'est très impressionnant comme quand on nous montre les images. Regardez ici, c'est un scanner normal comme le nôtre. Les stints vraiment envoient une image un peu floutée, alors qu'avec le scanner photonique, on voit bel et bien les mailles carrément du scanner avec cette petite calcification au contact de ces mailles du scanner qui risque donc de fracturer ce stent, chose qui ne se voit pas sur un scanner ordinaire comme le nôtre. Et puis, bien sûr, il faut réaliser donc le post-traitement. Voici donc là, c'est notre console à la salle de lecture. C'est un double écran où on voit donc les différentes reconstructions. Ce sont les reconstructions curvilignes que nous offre la machine. En fait, le principe du coroscanner, c'est quoi? On va explorer en fait des artères coronaires de très petits calibres et avec une proximité de quelque chose qui est en perpétuel mouvement. Ce sont les mouvements cardiaques. En plus, c'est un patient qui respire. Donc, le challenge interne, c'est d'avoir une image la plus parfaite possible et de s'affranchir à ces flous cinétiques. L'acquisition synchronisée au rythme cardiaque, c'est le gating cardiaque. Et puis, bien sûr, avec une apnée raisonnable pour éviter les artefacts respiratoires, le rehaussement aussi veineux. Finalement, le but, si on veut, en fait, si je peux, si je le dis en fait toujours, on pourrait être le meilleur radiologue du monde. Et si on n'a pas une bonne technique du coroscanner, on ne pourrait jamais l'interpréter. Et on insiste beaucoup sur cette technique qui doit être rigoureuse, et parce que de la qualité de l'examen va dépendre la visualisation des différentes structures cardiaques et aussi faciliter, rapidité de l'interprétation. Je m'attends finalement un bon coroscanner. C'est avoir une injection optimale, lutter contre ces fameux artefacts cinétiques et aussi juguler l'irradiation. L'injection. Tout d'abord, il faut avoir des critères que l'injection était optimale. Qui fait donc, il faut avoir un bon rehaussement des artères coronaires pour différencier iodiocalcification. D'ailleurs, il y a une bonne opacification optimale. On a des doutes si c'est une calcification ou c'est juste le produit de contraste. Et puis,
on s'assure que l'opacification était bonne par le contraste qui doit être intermédiaire dans les cavités droites. Et ça doit être un bon rehaussement dans les cavités gauches. Mais les amis, je prends le type d'image comme ici. Donc, ça flash en fait. Donc, c'est trop blanc. Donc, ça flash et ça va me gêner l'interprétation de ma coronaire droite. Est-ce que la flèche que je montre est en train d'être visible? Et non, les flèches. Est-ce que ça se voit? Oui, oui. Alors, Oui, Oui. par moment. la Oui. flèche, il noie bien, c'est oui, non? Oui, oui, Non. par moment. Ah, يبان Par moment. خاطر مرات لازم اللازير ولا اوكي مريقة. Oui. Et puis, c'est vrai que هو لازم un contraste intermédiaire, mais ça doit pas être comme ici gris. À la خاطر, c'est vrai que la coronaire droite, elle est bien visible. Mais si on a un thrombus ou un mixeur, je sais pas, en même temps, bizarre, le patient, par malchance en fait au patient. Si on va faire l'acquisition donc de ce type, on va rater donc l'exploration de ces anomalies. En plus, on pourrait tomber, comme dans ce cas-là, sur une embolie pulmonaire. Oui? Question? Non? Donc, Monsieur Saifeddin, je crois que vous avez votre micro, il est allumé. Et pour avoir donc cette bonne injection, le débit élevé, plus que 4 cc secondes. On fait généralement 5 à 6 cc secondes en matière de coroscanner. C'est moindre pour bien sûr ta vie. Donc, il faut avoir, pour avoir ce débit élevé, donc un Catalan de gros calibre, donc un vert ou un rose. Et si on va injecter le patient, ça doit être le pli, donc du coup, voilà, le bras. Et on ne va pas, donc bien sûr, donc, faire la main. Et aussi, ça doit être du côté droit. À la sinon, donc si c'est le côté gauche, vous voyez ici l'opacification du tronc veineux brachiocéphalique gauche qui va donc maintenant nous gêner à l'interprétation de l'examen. Et puis, donc, il faut avoir un injecteur double tête, produit de contraste, donc le sérum physiologique. Et le produit de contraste doit être de concentration élevée. Généralement, on utilise l'Ultravis 370, donc 370, donc qui donc et parfois donc l'Omnipac, mais surtout l'Ultravis, qui donne de très donc une qualité d'image très optimale. Le deuxième point, c'est le test contre les artefacts cinétiques. Vous voyez là. Donc, ici, on se trouve avec donc, ce dédoublement des artères. On pourrait donc interpréter de façon correcte ces artères coronaires. Une autre vraiment anti, c'est avoir des coroscanners de ce type, vraiment pas du tout interprétables. Et on le classe dans le CADRAS, comme vous le savez, en CADRAS N, donc non diagnostic, c'est non interprétable. Donc, il faut savoir que l'artefact, les artefacts cinétiques, ils dépendent de deux facteurs. La résolution temporelle. Les critères prédéfinis par le constructeur. Donc, ça dépend de la machine. C'est le type et le nombre de détecteurs, au temps de rotation du tube. Donc, c'est l'équivalent qui m'a au temps d'obturation de l'appareil photo. Donc, ça dépend de la qualité de l'appareil. Donc, la machine, elle doit être performante pour déjà avoir une bonne résolution temporelle. Et puis, le deuxième facteur pour lutter contre ces artefacts cinétiques, c'est les mouvements. Ou les mouvements donc, respiratoires, donc il faut faire l'apnée, et les mouvements cardiaques, qui m'appellent le gating. On va agir sur donc ceci. Donc, il faut savoir que donc l'installation du patient, les électrodes et tout ça, qu'on va leur faire des épreuves d'apnée. Et c'est généralement nos techniciens, les techniciens internes, ils sont très très bien formés en matière de coroscanner et ils demandent de faire le patient, il est sur la table, on leur demande de faire des apnées qui donc doit tenir presque 15 secondes et qu'on renouvelle presque 2 à 3 fois. Déjà, chez le patient, il fait
Ou en plus, même si c'est que parfois, on va voir, le changement du rythme cardiaque. Parce que parfois, en apnée, et heureusement, que la majorité, la fréquence cardiaque, elle va diminuer. Parfois, elle ne change pas, parfois, elle va s'élever, mais parfois, en faisant les apnées, le patient بيطيح le rythme cardiaque نتاعو. Sinon, on va voir l'apnée ou la sans apnée qui fait chez le patient donc le meilleur moment qu'on va choisir pour faire notre examen. Donc, c'est ce qui est d'apnée. الحاجة cardiaque. Donc, هنا تدخل حكاية synchronisation cardiaque, donc le fameux gating cardiaque. Et on va acquérir le meilleur moment, c'est donc c'est la diastole, parce que c'est à ce moment qu'on a une immobilité, donc plus ou moins, c'est un massif cardiaque plus ou moins gelé, et donc une opacification optimale des artères coronaires. Pour avoir ceci, vous demande, cher cardiologue, de mettre vos patients sous bêta-bloquant. Et qu'allez, on vous demande dans nos demandes de bêta-bloquer vos patients pour ne pas avoir une fréquence cardiaque supérieure à 65 battements minutes. Donc, on 65 battements minutes. Bon, on peut aller à 70, parfois 72, on fait des exceptions, mais au dépend d'un examen avec un risque que c'est un examen qui est artefacté. Bien sûr, en respectant les contre-indications, et là, vous le savez plus que nous, en tant que radiologue. Et puis, bien sûr, vous savez que les bêta-bloquants sont disponibles c'est la voie orale. On va la donner 3-5 jours, les 5 jours avant la date de l'examen. Il y a le rendez-vous, je ne sais pas, le 20, le 15, ياخذ في les bêta bloquants aussi زاده انا وليت نكتبها على الدوموند خاطر pour que le patient زاده ما ينساش وحتى انتم ماذا بكم زاده vous insistez pour vos patients de ne pas prendre les excitants, les cafés, les thés, donc le thé, le chocolat. Bon, donc on peut le patient ينطلوه على الطاوله نتاع l'examen, donc sur la table d'examen. Parfois, malgré ceci, on trouve un rythme cardiaque élevé. Et là, on a l'habitude, le service de cardiologie. Maintenant, on donne donc nous aussi le bêta-bloquant. La forme qu'on dispose, c'est la voie orale. Malheureusement, donc presque toutes les équipes, à part l'hôpital militaire, qui ont la forme, donc la blocardienne en intraveineux. Ailleurs, en France, ils ont la forme donc intraveineuse et ils n'ont pas vraiment véritable problème. Parfois, le patient حتى مرات 3 مرات يمشي ويجي معناتها على خاطر الفريكونس كاردياك تبدا طالعه parce que on sait que généralement c'est un examen raté. En plus, on pourrait donc aussi sur la table d'examen, personnellement, j'ai donc le spray de trinitrine, donc je le donne en sublingual. Je l'ai eu, donc c'est pas disponible, donc je l'ai eu, donc ça. Bien sûr, il faut avoir les contre-indications, donc bien sûr respecter, donc comme l'hypotension. Mais on a eu des surprises, hein. Donc, je l'ai gardé pour l'enseignement. C'était une patiente qui avait 49 battements minutes. On s'attendait à avoir un très bon examen. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Regardez sa coronaire droite, donc qui était vraiment floue. Et par contre aussi, je l'ai gardé aussi pour l'enseignement, il y avait des patients 83 battements minutes. Il avait déjà 3 fois. Donc, c'est bon, je vais le faire. C'est sa dernière chance. Et heureusement, donc, il avait fait un très bon examen. Donc, parfois, donc, il y a des exceptions. On ne comprend pas donc, vraiment le pourquoi donc, des choses. Deuxième moyen dans la technique, il y a l'irradiation. Donc, le radio en général, il y a un principe qu'on doit respecter, c'est le principe de la LARA. Le principe de la LARA, c'est as low as reasonably achievable. Le meilleur examen avec le minimum de rayons. Bien sûr,
Donc, ça veut dire qu'on préfère faire le mode prospectif. Et même si on a qui rétrospectif, prospectif, peut-être donc, parmi vous, il y a ceux qui s'y connaissent, mais je vais quand même l'expliquer. Je m'arrête à le mode rétrospectif tout d'abord. Donc, la méthode rétrospective, vous allez déjà, mais c'est la méthode la plus irradiante. Je m'arrête à la méthode rétrospective, c'est qu'on va, pardon, irradier le cycle cardiaque avec du rayon, donc X. C'est une sécurité pour nous, pour le patient, pour ne pas donc avoir à répéter les examens, parce qu'on aura une construction doute dans toutes les phases du cycle cardiaque. Si on rate une phase, on pourrait se rattraper sur l'IBAC. Et ça va nous permettre aussi de calculer la fraction d'éjection du VG. Bon, c'est pas le top, finalement, c'est pas le gold standard. On sait finalement, c'est l'IRM, l'FEVG, mais quand même, ça nous donne une idée. Surtout, je le dis, la fréquence cardiaque élevée est supérieure à 65 battements minute. Et si on se donne en pourcentage, l'expérience personnelle, c'est là où les patients disent presque, c'est des exceptions, des exceptions, mais c'est des raretés d'avoir les patients qui battent à 45 voilà 50 voilà 60 voilà 60 حتى 65 أكثرية راهو اللي يجيونا أكثرية في 70. Donc 70 on se permet. On a eu des cas حتى 120 battements minute. On a l'habitude de faire donc dans notre service le mode rétrospectif. L'autre mode, c'est le mode prospectif. C'est le mode préféré. On a le mode prospectif, donc prospectif. En fait, c'est quoi ce mode-là? Donc, surtout le rétrospectif, c'est on va shooter tout le cycle cardiaque, comme vous le voyez ici. Et le mode prospectif, on va faire donc shooter que la phase donc le diastole. Ça m'a shoot donc c'est le step one shoot. معناتها نعملوا خطوه وبعد نعملوا un shoot avec le rayon X. Donc step donc un shoot, step un shoot. هذا هو le mode donc prospectif. Donc on va acquérir en diastole, mais il faut avoir un rythme cardiaque régulier et ralenti. Et bien sûr, le rayon, surtout pour les patients jeunes. Donc, sur le plan pratique, parfois le patient يبدا في l'examen في السكور كالسيك يبدا طايح ريتم الكاردياك نتاعو وفي الابني كل شيء ومرات autant d'injecter le patient déjà pour avoir donc quand il a avec le bouffée نتاع l'injection donc généralement le rythme يطلع donc on pourrait facilement rater l'examen. Mais quand même, il y a des équipes qui le font et c'est bien sûr, c'est une question d'habitude et de sécurité, je le répète. Finalement, sur le plan technique, et on se résume, donc on doit avoir un patient qui est bien préparé, bien bêta-bloqué. Voici une patient qui est installée, voici notre scanner interne. On va contrôler donc le rythme cardiaque, donc double injecteur. Bien sûr, avoir une bonne machine, donc déjà la nôtre elle est très bien, et donc avec une bonne vitesse donc d'injection. Donc l'analyse interne. Bien sûr, donc l'analyse donc des coronaires, le cas interne, c'est une acquisition rétrospective, donc on aura tout le cycle cardiaque irradié, et on va donc notre cycle il va être reconstruit donc en 10 phases. Donc, on va faire donc du 0 à 90% de l'espace R. On pourrait faire aussi les reconstructions chaque 5%, mais ça va alourdir encore donc l'examen. Et pardon. Il va d'abord regarder, on va s'intéresser à notre coronaire droite. Regardez, à 0%, elle est très floutée, 10% de chemin, 20% encore floutée, 30% c'est encore donc regardez comme un arc, 40% mouchraïba, donc elle est bonne. Donc, 50%, donc, elle se détériore la qualité de la coronaire droite. 60%, c'est pas bien. 70%, on a une belle coronaire droite, mais aussi une très belle CX. En fait, c'est donc la phase de la best diastole. C'est pour donc parler des phases donc en fait les plus souvent productives. Donc, c'est la mésodiastole et la protosystole. Et
c'est la diastole, la baisse diastole presque aux alentours de 75% de l'espace RR. Et la protosystole, donc le baisse systole, il retient généralement aux 30% de l'espace RR. Donc ça se fait automatiquement par la machine. Et il a donc le rythme il est lent, inférieur à 65 battements minutes. On fait la lecture sur la baisse diastole. Mais si le rythme il est rapide, et notamment plus que 85 battements minutes, on va faire notre lecture en phase systolique. Comme tout. Donc, voici ce que je viens et regardez. Donc, il y a quelqu'un qui a allumé donc, son micro. Donc, je crois que c'est M. Saifeddin. Donc, vous avez donc de très belles coronaires. C'est donc dans la baisse diastole. Le rythme, il est lent. Donc, le post-traitement. Le post-traitement, c'est ce que va nous donner la machine. Et là, on pourrait avoir une imagerie 3D en volume rendering, donc les VR. En fait, ce sont les logiciels qui effacent automatiquement les structures osseuses médiastinales qui entourent le cœur. Vous voyez ici les artères coronaires, le massif cardiaque, donc les oreillettes et donc l'art. On pourrait même effacer le massif cardiaque pour avoir donc juste le réseau coronaire. Bien sûr, ce type d'image est très intéressant pour voir le type de vascularisation. Vous voyez là une dominance gauche. On pourrait repérer des régions pathologiques, des variantes anatomiques, mais ça ne va pas faire une analyse fine des coronaires. En plus, ce patient-là, il avait une codominance. Regardez, donc là, c'est la coronaire droite et là, la CX qui vient vasculariser la face inférieure du VG. Il passe en rétroventriculaire. Et sur les reconstructions 3D, en fait, la dominance du côté, de l'autre côté, ne s'est pas bien, donc elle n'est pas bien sortie. On a vu le côté gauche, mais c'était aussi le côté droit. Donc, les images natives. Aussi, un autre moyen de post-traitement, c'est les 3D, le MIP, le Maximum Intensity Projection. On va, en fait, c'est quoi? Ces petits cubes, on va choisir les cubes les plus élevés en densité. Et on va épaissir comme si on va épaissir les coupes. Donc, on aura ce type d'image. Regardez ici, on va dérouler toute la coronaire droite et même un peu la coronaire gauche. Et on va aussi regarder pour ce patient qu'il y avait une dominance droite. Ça, c'est pour avoir le coronaire, alors tout donc dans la face, en rétroventriculaire du VD. Donc, pour voir cette coronaire droite, bien sûr, j'ai fait ici un MIP. Donc, pour voir tout ce vaisseau et regarder cette vue angiographique que nous permet le coroscanner d'avoir. Regardez aussi ces reconstructions qui va nous montrer des classifications d'une part et le stent d'autre part. Et puis, il y a la vue générale, mais l'analyse fine se fait par l'analyse en fait en 2 dimensions. Ça va nous permettre de quantifier les sténoses, étudier les plaques athéromateuses et l'étude de la lumière intrastinte. Donc, comme vous le voyez ici, en fait, il y a les reconstructions 2D curviligne que offre la machine. Regardez, la machine donc on a la coronaire droite, tronc commun avec l'IVA, ici, la CX. Donc, la machine trajoute de façon automatique si l'examen il est bien, avec le rythme cardiaque, il est bien. Parfois, on est obligé de le refaire nous, mais dans la majorité des cas, c'est la machine qui le fait. Et ça va nous permettre, ces reconstructions 2D, de voir la nature de la plaque, d'apprécier sa longueur et le caractère excentré ou non de cette plaque. Regardez cette plaque athéromato-calcique. Vous voyez là une plaque hypodense avec ses calcifications et ça va nous permettre de mesurer la longueur de la plaque et comme vous le voyez, d'apprécier la nature. باش نبداو في الباثولوجي نتاعنا. Donc, en tant que patient coronarien, on a la pathologie athéromateuse ou la pathologie non athéromateuse. Donc, pathologie athéromateuse, vous le savez plus que moi, ça m'a marqué cette diminution du calibre et puis le dépôt au sein du tuyau.
Et pour apprécier les différents stades de l'évolution des lésions athéromateuses, le scanner permet de le faire par une étude non invasive. L'IRM, en fait, elle va apprécier surtout les conséquences myocardiques de la sténose coronaire, voilà, de l'occlusion. Bon, on parle parfois aussi des IRM, donc des artères coronaires, mais réellement, on ne le fait pas. Et ça reste encore du domaine donc, de recherche. C'était la résolution spatiale. Quand on a une plaque, en fait, il faut répondre à 4 questions. La nature de la plaque, l'extension le long de la circonférence du vaisseau, Winger, localisation anatomique, au degré de rétrécissement qu'elle va entraîner sur le vaisseau artériel. Donc, nature de la plaque, il faut savoir qu'on a une plaque non calcifiée ou hypodense, c'est les plaques donc hypodense fibrolipidiques. Ça a les plaques mixtes, donc calcifiées et hypodenses, ça a les plaques donc totalement calcifiées. Regardez, là, c'est des plaques calcifiées. هنا mixte, hypodense et calcification. وهنا totalement hypodense. وهنا regardez, c'est les reconstructions curvilignes اللي عطاه الماشين. Là, c'est donc une coupe donc plutôt axiale. وهنا c'est la cross section. On va prendre donc le vaisseau, c'est nous qui le faisons, avec donc une vue donc perpendiculaire à l'axe du vaisseau pour avoir ce cross section. Et en fait, il faut savoir que les plaques calcifiées des diabétiques, ça ressemble, quand elles sont vraiment très calcifiées, à un aspect, elles peuvent donner cet aspect en rail qui mime vraiment un stent. Hein. Parfois, ça se voit que c'est une plaque. Parfois, surtout si on n'a pas donc la notion que le patient a fait donc un stent ou non, on est dans le doute et on le, surtout dans les scanners cardiaques. Parfois, on découvre ça sur les scanners donc thoraco-abdominopéliens ou la thoracique. Et vraiment, on est dans le doute. Est-ce que vraiment c'est un stent? Voilà, c'est une plaque calcifiée donc du diabétique parce qu'on a cet aspect en rail. Donc, regardez là un patient qui a donc une plaque hypodense. Vous la voyez avec une calcification punctiforme. Donc, c'est une plaque mixte. Et il faut savoir, je le dis, je vais le redire après, l'hypodensité, la calcification quand elle est punctiforme, c'est des critères de vulnérabilité de la plaque. En plus, en faisant la cross-section, on voit qu'il y a eu un agrandissement du diamètre externe de l'artère. Donc, un bombement vers l'extérieur de la plaque interne. Donc, c'est un remodelage dit positif. Donc, le patient, en fait, il a 3 critères de vulnérabilité. Il en faut 2 pour dire que c'est une plaque déjà vulnérable. La plaque aussi, on va apprécier donc l'extension TH. Elle peut être circonférentielle ou excentrée. D'ailleurs, regardez, c'est le même patient. On dirait marché. Alors qu'en tournant sur l'axe du vaisseau, on voit qu'il a une plaque qui était excentrée. Donc, il faut faire attention. Donc, je vais m'attarder un peu sur ces plaques calcifiées parce que la détection des calcifications, elle est utile, vous le savez très bien, pour détecter la maladie coronaire. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc, la façon binaire, donc existe ou non, visuelle, ordinale même, et ce qu'on fait dans le scanner cardiaque, en fait, c'est ce fameux score d'Agatston. En fait, ça nous permet une quantification des calcifications par le score calcique, pardon, et ça va nous permettre en fait le calcul automatique par un logiciel dédié du score d'Agatston sur une hélice gaieté acquise en contraste spontané. معناتها le patient qui est juste pour un score calcique, il faut savoir qu'on va faire un scanner avec gating cardiaque. Donc, on va faire donc les électrodes. C'est pour expliquer un peu à vos patients qu'est-ce qu'ils vont bénéficier. Et bien sûr, c'est sans injection de produits de contraste. En voici là un exemple. C'est la première acquisition. Donc, pour calculer, donc, le score calcique. Après, la machine va nous ressortir donc ce type d'image et on va sélectionner les calcifications. On va les colorier. LAD de ces. Vous avez une question? Non?
Donc, هنا مثلا l'IVA, c'est coloré en jaune donc c'est en convention pas dans la machine. Le LM, c'est le tronc commun. La CX, c'est la coronaire droite. Et regardez, ça va nous permettre d'apprécier le nombre de lésions, le volume millimètre en cube, masse équivalente donc en milligrammes et la quantification, le score calcique, donc 115 et c'est l'unité donc Hounsfield. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est bien connu que c'est le score calcique, c'est la meilleure manière d'estimer le risque cardiovasculaire de façon individuelle avec une charge calcique donc qui dépend du score faible à modéré à élevé si c'est plus que 400. Et on sait que la valeur prédictive de la charge calcique sur la survenue des événements ischémiques ultérieurs, surtout chez les patients diabétiques. Le manche les plaques calcifiées, c'est quand c'est trop calcifié, ça va nous faire ces fameux effets de blooming liés donc à c'est le plaque et l'hyperdensité qui va déborder donc sur les pixels adjacents en fait qui va nous nous erroner si oui donc on pourrait le dire donc dans la quantification et surtout dans la surestimation donc du degré de sténose. Bon, pour sursoir à ça, il y a encore donc ce scanner photonique, mais je le redis que c'est vraiment donc des centres de recherche en fait. Et en voici un exemple pour vous montrer là sur l'IV. Donc cette patiente, c'était la mère d'une amie et un médecin. Regardez ici donc l'IVA1 et l'IVA3. Regardez ce blooming. On pourrait facilement la classer en quadrate 4, au moins un 4A, donc facilement. C'est tellement, donc c'est plus de 70%. Mais il faut faire, donc on fait le filtre, donc il faut donc serrer un peu la fenêtre. Donc pour déjà, نقص l'effet blooming, c'est moins de, bon, ماهوش 4, mais c'est une surestimation. Et sur le donc sur la coronarographie, c'était donc un cadrage, ce qui c'était une estimation à presque 30% finalement. Regardez, alors que à l'awal, si on n'avait pas très bien traité, on pourrait donc la surestimer plus que même 70%. Donc ça, c'est ce qui concernait les plaques donc calcifiées. Donc pour les plaques hypodenses, هما هيك المشاكل فيهم les plaques hypodenses parce que donc المشكله اللي هي c'est la plaque fibrolipidique et vous savez que le développement de la plaque initialement c'est une plaque qui va respecter la lumière donc هيك l'agrandissement donc le remodelage positif ou bas d'un certain moment il y aura la rupture et donc la thrombose et le rétrécissement de la lumière et on va entrer dans le remodelage donc négatif. Là, l'échographie endocavitaire, vraiment, donc c'est la méthode de référence pour étudier la composition de la plaque. On a fait donc on avait fait dans la littérature, on parle de l'intérêt de l'IRM, donc pour différencier calcium, lipides et hémorragie, mais toujours ce problème de résolution spatiale. Et mais parfois, un signe nous permet d'appréhender un peu la nature de la plaque. C'est ce fameux signe, donc le napkin ring sign, que je vais expliquer et qui est un critère de vulnérabilité à bien connaître. Le napkin ring sign, en fait, c'est c'est un nom en fait hyper dense qui est autour d'une plaque qui est hypodense au centre. En fait, l'anneau hyperdense, c'est la chape fibreuse avec la néovascularisation en périphérie et puis qui va entourer au centre un cœur lipidique nécrotique. Bien sûr, les densités spontanées, donc ça doit être dès la phase sans injection de produits contraste. C'est une densité élevée. C'est hypodense au centre. Et ça va être plus visible après injection, comme dans ce cas-là.
En voici là un exemple tout récent d'un patient qu'on avait dégagé chez lui, donc chez lui ce napkin ring 5. Vous voyez là cette hypodensité centrale avec cet aspect hyper dense et une petite calcification partiforme. Un cas donc tout récent qui vraiment ressemble à un cas اللي كنت نرميه في l'enseignement اللي هو كيما الكا هذا نتاع littérature. Vous voyez donc la chatte fibreuse hyperdense donc en périphérie, le centre hypodense et comme dans notre cas avec une petite calcification punctiforme donc la périphérie. J'espère que ce signe a été donc bien compris. C'est bon? Oui. Oui. Question. Oui. Donc, la plaque اللي قبل هذه A ou le B. Il y a sans injection. Oui. Avec injection. La lumière vasculaire, donc, elle est opacifiée. Ça s'inverse, خاطر يولي عليه hypodonse في الpériphérique ou لا. hyperdense. Donc, هنا ما هيش opacifiée. هنا avant l'injection. Donc, c'était sur le score calcique. وهنا après injection. فهمت؟ Donc, هنا la lumière elle est opacifiée. Regardez هنا خير. هي تولي خير النابكين جرين ساين شاف خير. Mais tu le retrouves déjà sur le sans injection. Vous voyez très bien le centre hypodense, très hypodense. Donc, le centre graisseux, lipidique, et la périphérie qui est hyper dense. هيك هو le napkin ring sign. C'est compris? Oui. OK. On va apprécier aussi l'extension circonférentielle. Qui m'appelle le remodelage positif, donc l'agrandissement du diamètre externe de l'artère. Donc, si c'est ici le niveau, on chauffe le niveau de la plaque. Donc, on va mesurer diamètre externe à diamètre externe par rapport au diamètre donc normal par rapport à l'artère saine. Et donc en circonférence. Donc comme je l'ai dit, ça pourrait être donc circonférentiel, ça pourrait donc la plaque pourrait être donc excentrée, il faut le dire. Aussi la plaque, on va apprécier donc le siège exact et l'extension aux bifurcations et bien sûr localiser notre plaque de point de vue anatomique comme on le fait donc comme vous le faites en coronarographie pour voir l'imputabilité de la lésion finalement dans le syndrome clinique et guider le choix thérapeutique. Donc je reviens à cette notion de vulnérabilité. En fait, comme je vous l'ai dit, c'est 4 critères. Donc c'est un remodelage positif, l'agrandissement du diamètre externe donc du diamètre externe de l'artère au sein au siège de la plaque, une plaque hypodense, un napkin ring sign et des calcifications punctiformes. Donc punctiforme, c'est, si on veut des chiffres, c'est inférieur à 3 mm. Et il faut avoir au moins 2 critères pour dire que notre plaque, elle est vulnérable. Parfois, on a généralement, on a facilement 2 critères. Voilà. Donc, on a beaucoup d'hypodense. Le remodelage positif par expérience, on l'a. Les calcifications punctiformes, on l'a. Les associations, quand même, donc sur le plan pratique, on les voit. Le napkin green sign, vraiment, c'est un signe donc très, très rare de le voir. Donc, vraiment, c'est de la semaine avant-dernière. Donc, et la notion de vulnérabilité, on a bien vu, comme dans ce cas, patient, bon, il littérature. Donc, si on voit la sténose, c'est pas beaucoup. On va le classer en cadras 2. C'est 20-30% peut-être. Alors que le patient, il a un napkin sign où effectivement, il avait fait l'occlusion quelques mois donc, après son coroscanner. Oui, notion très importante. La quatrième question, les fameuses 4 questions, c'est le degré de rétrécissement que va entraîner donc, notre plaque donc, sur le vaisseau artériel. Et pour ce faire, l'Afrique en fait, et même dans beaucoup d'équipes, le calcul visuel. Donc, on apprécie de façon visuelle donc le pourcentage. La machine, elle pourrait nous donner, mais elle pourrait se tromper. Donc, le calcul automatisé, on peut le visuel. Je trouve la machine, je t'attends.
et je me fie à ce que je vois personnellement, même dans des équipes donc comme Rimander, comme Monsieur Jean-François II, qui est une référence en imagerie cardiaque. C'est ça, donc il fait un calcul visuel. Et et aussi on pourrait aussi faire un calcul. On pourrait calculer donc la lumière visuelle sur les coupes orthogonales en surface qui maintenant. Et c'est significatif, donc, si c'est moins de 4 mm² pour les troncs proximaux, et le tronc commun, puisqu'il est plus grand, c'est significatif si c'est moins de 6 mm². Mais si on veut vraiment mesurer, c'est plus donc, facile et plus reproductif de le faire en diamètre. Généralement, on fait le calcul de diamètre de l'artère, oui, elle est au plus. On a en fait, le diamètre en amont, en aval. On va faire un diamètre donc, de référence. On va le calculer, un diamètre moyen de l'artère, et puis on va calculer le degré de sténose par donc, la règle de 3. Donc, là, on va faire donc l'appréciation de mesures en diamètre, sinon c'est le calcul visuel. Bien sûr, donc on va voir le diamètre donc de l'artère en aval, mais donc des cas, enfin le Kawasaki, quand on a une dilatation, un anévrisme dans ce cas, mais je ne plaque il est ici, mais c'est normal, c'est vrai, voilà, je vais prendre après, il est donc très dilaté. Donc, il faut être donc bien donc, méthodique dans la lecture. Et ça nous amène à faire finalement une analyse donc semi-quantitative dans nos comptes rendus avec donc on sait que les degrés de sténose, c'est non significatif, moins de 50%, plus de 50%, c'est significatif, et on va apprécier en pourcentage. Ça nous amène à parler du CADRATS. En fait, le CADRATS, c'est c'est les comptes rendus standardisés. Donc, ça nous permet des comptes rendus standardisés. Donc, le CADRATS, c'est l'abréviation, il y a le Coronary Artery Disease Reporting and Data System. احنا في الراديو on a beaucoup de ADRAT, on a le BIRAT في السن, le بريست, البايرات في البروستات, le تايرات في التيرويد, on a beaucoup de scores. وهو الهدف نتاع هذا اللي حكي الكل c'est de avoir une standardisation du compte rendu, des meilleures performances donc pronostiques, mais aussi des impacts thérapeutiques qu'on suggère à nos patients. Donc, le CADRAT, il va finalement classer nos patients en 6 catégories. Du 0%, pas de sténose, le 0. Plus que 50%, le 3. 70-99%, le 4A. Si ça intéresse le tronc commun, plus que 50%, voilà, tritronculaire plus 70%, là, je n'ai le 4B, ou bien sûr, le 100%, c'est l'occlusion. Mais on a remarqué que 50% des IDM sont causés par des plaques avec des sténoses, moins que 50%. Il faut donc les critères de vulnérabilité dans le plaque qui ne choque pas, il y a toujours une plaque, mais c'est nos barche, mais elle est vulnérable, donc qui ont donc des plaques donc vulnérables qui ont été vues dans plus que 75% des IDM. Et en plus, regardez le CADRATS qui va déboucher sur une conduite thérapeutique. Donc le 0, le 1, 2, pas d'exploration supplémentaire. Le 3, test fonctionnel. 4A ou le B, coronarographie. Donc, donc le 4A, la coronarographie. Donc, le CADRATS 0, finalement, on n'a rien. C'est des plaques tout à fait lisses. Le CADRATS 1, c'est une sténose très minime, c'est moins de 24%. C'est très, donc, c'est, voilà, une plaque sans sténose. Enfin, toujours qu'on a un remodelage positif. Donc, ce n'est pas sténosant. En voici un exemple. Regardez, c'est vraiment une petite infiltration athéromateuse qu'on voit surtout sur la cross-section. Regardez, donc c'est aussi un cas récent qu'on a classé en CADRATS 1. Le CADRATS 2, c'est une sténose. Donc, sténose, mais après, c'est 50%. Le CADRATS 3, maintenant, c'est plus que 50%, ou de conduite à tenir, qu'on va envisager un traitement médicamenteux préventif et antischémique, contrôler les facteurs de risque
Et on pourrait aussi donc demander une épreuve fonctionnelle. Le quadrate 4, c'est donc une sténose supérieure à 70%. Pour le tronc commun, on tolère 50%, si c'est supérieur à 50%, on est dans le quadrate 4B carrément. Et dans ces sténoses sévères, on va demander une coronarographie invasive. Et puis, donc, le quadrate 5, c'est l'occlusion. Donc, bien sûr, le coroscanner n'est pas dit, donc d'ailleurs, il a le cas, donc tout récent que j'ai vu dans une vacation. Bien sûr, on avait déjà fait donc le problème de l'occlusion, donc de cette coronaire droite. On avait fait donc la demande, c'était pour voir l'ostium donc du tronc commun pour donc des raisons donc thérapeutiques. Et puis, parfois, malheureusement, surtout, il y en a amené le technique ou injection et tout ça. Parfois, après tous ces efforts-là, le patient, il va rater malheureusement son examen. Et c'est un examen qui est artefacté. Et là, on parle du quadrate N. Le N, c'est le nom de diagnostic. Donc, c'est non interprétable et ça peut nécessiter, parfois, on pourrait répéter donc le coroscanner ou sinon, donc on sait que le scanner, donc le patient, il bat très fort. On va proposer d'autres examens pour notre patient. On voici un exemple où on va pas se prononcer sur ce que a vraiment le patient. En fait, il y a le N que vous pouvez trouver sur les comptes rendus, quadrate M, donc le non concluant, et donc il s'appelle des facteurs modifiants. Le S, d'autres facteurs modifiants, c'est quand j'ai un stent. J'ai donc quadrate, je ne sais pas, 2G, مثلا, راهو عنده 2, donc pour la sténose, ou le G, donc le graphe, le pontage. Le V, c'est donc le quadrate qui a donc des critères de vulnérabilité pour notre plaque. Comme choix interactif. Donc, vous voyez ici un cas où je vous demande d'interpréter. Comment est notre plaque? Elle est comment ici? Regardez. Donc là, c'est l'IV1. Donc, elle est hypodense. Et regarde. Remodelage positif. استنى. Classification positif بالباء. شوفي ليش عندك. Classification punctiforme. classification. La calcification punctiforme, elle est moins de 3 mm. Et je vais apprécier mieux le remodelage positif par la cross-section, effectivement. Donc, hypodense, calcification punctiforme, remodelage positif, on a estimé la sténose à 20%. Donc, c'est un quadrate. Comment on va le classer en quadrate? 2 à 3. 2. 2/2. Qui fait donc la sténose, puisqu'on dit. Il est à 1 avec les critères de vulnérabilité. هنا 3. هنا حتى زوز سيء راهي vulnérable. فهمتوا؟ هنا j'ai 3 بالزايد معناتها انا زوز يزيوني pour dire que ça c'est vulnérable. OK, c'est supérieur ou égal à 2. C'est bon? On a estimé la sténose à 100%. Quadrate 2 avec signe de vulnérabilité, normalement. Oui, donc quadrate 2 avec signe de vulnérabilité. Quadrate 2/V. هيك كيفاش بتشوف الكونت rendu. Donc le S, quand j'ai un stent, donc هنا pour apprécier ceci, donc il faut faire des filtres durs. Et comme هنا pour apprécier cette hyperplasie myo-intimale. Et là, il y a en fait des difficultés avec les stents, pour apprécier la lumière. Parfois, c'est un peu difficile. On a aussi, qui m'a rappelé comme le G, le graft. Le patient, il est ponté. Donc, on voici ici. Donc, la patiente, elle avait 3 pontages. Elle a un pont, les reconstructions artère mammaire interne gauche IVA, qui étaient perméables. Ça, c'est les reconstructions que j'ai faites. Elle a un pont Vensafen mammaire gauche, qui était perméable. Et elle avait un 3e pontage veineux, Vensafen, coronaire droite, qui était occlu. Et regardez, on a les clips, les chauffeurs métalliques, et il n'y avait pas d'opacification. Donc, dans le compte rendu, on va passer 4 maths, donc machin, /G. Donc, j'ai un pontage dans mon coroscanner. Et nouveautés. Donc, il y a des nouveautés. Donc, en 2022, il y a eu un nouveau quadrate. Je ne sais pas, est-ce que vous en avez entendu parler? La haqiqa,
pour le moment, nous avons les cadrats version 1.0, les مازلنا نخرجوا فيها. Est-ce que vous avez une idée sur le nouveau cadrat? Non. 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 Ben, هو le nouveau cadrat زاد deux notions. النوسيون تاع دخل presque كيما نقولوا presque دخل حكايه الشارج كالسيك et ça c'est très important. Donc هذه هي البلاك اماونت دونك mild moderate severe extensive. الاخرين ما تبدلوش دونك هذه هي حكايه البي 1 بي 2 بي 3 بي 4. هكا الموديفيكاتور اللي حكيت عليهم الان والاس والجي والفي فولنيرابل هما بيدهم اما الفي ولاو سميوها اتش ار بي دونك هاي ريسك بلاك. انا الحقيقه الاتش ار بي اذا كان يبان لي مادام غيدخل بلاسانتير تاع جينيكو مازلنا ما on s'est pas bien adapté. والانتيغي اللي ندخلوا حكايه الاي ليسكيمي بار سي تي اف اف ار وستريس ميوكاردال سي تي. اي لو او هو l'exception اللي هما يجم يكون parfois on tombe sur des dissections des fissures des anévrismes اللي احنا ما كانش عندنا حاجه تزيدوها كنا في الكونت روندو. Là si vous avez un slash e راه فما une autre anomalie dans notre coroscanner. Bon, ça bien sûr des cas de donc les meilleurs articles اللي يحكيوا عليهم donc vous pouvez les consulter mais je vous ai fait donc un résumé. Donc l'intérêt du CT-FFR donc I+, donc C positif si mon CT-FFR est moins de ou égal à 0,75, I- plus que 0,80 ou ça m'a le borderline. Donc le stress, donc qui met pas au stress, donc IRM, donc ça va démasquer éventuellement donc une ischémie. En voici donc مثلا exemple. C'était un patient tritronculaire où il avait une occlusion de plus de 70%. Normalement il faut 4B. ونزيدوها P2 على خاطر الشارج calcique était modéré. Donc هذه هي nouvelle classification. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ما فماش équipe, en tout cas في تونس, qui applique donc ce score-là. علاش finalement دخلوها؟ هو c'est légitime donc الحقيقة معناتها quand on voit donc bien dans et effectivement dans la pratique, parfois on trouve un cadrat 1 ou la 2, mais il est P3 ou P4, معناتها une charge calcique élevée. Donc ça, il a donc un retentissement normalement, donc en tant que vous cardiologue, pour être donc plus préventif donc dans votre prescription médicamenteuse. On a vu aussi des cadrats 3, mais qui étaient ischémie positive. Donc là, من 3 هنا يجموا يدخلوا l'invasive angiographie. فهمتوا؟ Et puis, donc, notre coroscanner pourrait montrer une thrombose coronaire quand on a une hypodensité endoluminale. C'est pour dire qu'il y a une thrombose et on va apprécier la longueur, le lit d'aval et la collatéralité. Mais aussi, un coroscanner pourrait montrer d'autres choses. Ici, bon, vous, un coroscanner, mais patient déjà à mais parfois, bon, déjà là il y a déjà que c'est une donc CMH, mais c'est juste c'était quand même joli de voir cette CMH qui était asymétrique, donc c'était une forme septale et obstructive donc sur le coroscanner. Bien sûr l'IRM cardiaque est donc bien meilleur. Regardez aussi que ce même patient avait une bisectrice. Aussi les anomalies pulmonaires. C'était un patient tabagique, il avait un coroscanner, c'était un Gatrax 0, mais dans le poumon, on avait trouvé un l'AEF, c'est une entité d'une PID fibrosante, donc on avait fait l'explication de la douleur, donc de sa dyspnée donc thoracique. Donc les pathologies, donc il y a une pathologie athéromateuse, un peu de découverte fortuite sur les coroscanners. Aussi, on pourrait découvrir des pathologies non athéromateuses, à savoir la dissection coronaire par le fameux flap intimal, et il faut apprécier l'extension de cette flap. Les anomalies, les vascularites, donc généralement c'est une alternance d'artères irrégulières dilatées, alternant sténose et occlusion. Les anomalies de naissance et de trajet, bien sûr, donc Kimahna, la naissance postérieure du tronc commun gauche,
Généralement, donc, naissance, que ce soit la coronaire droite ou la tronc commun, c'est donc au milieu des sinus, que ce soit antéro-droit ou antéro-gauche, et là, c'est postérieur. Voilà, une naissance commune, bien le coronaire droite, le tronc commun. Et là, une naissance, donc, l'artère du conus qui naît directement du sinus antéro-droit. Bien sûr, les anomalies de naissance, il y a une classification qu'on pourrait consulter. Là, pour vous montrer l'anomalie de naissance, le patient rêvé, il avait une naissance de coronaire droite ou CX. Regardez ici. J'espère que ça marche. Oui, rien. Donc, regardez. Donc, naissance, donc le coronaire droite. Et puis la CX, regardez, ça c'est la CX. Donc, elle va, regarde, chauffe tout, mes chiens. Donc, à part l'anomalie de naissance, il y a une anomalie de quoi? De Trajet. trajet. Donc, entre l'aorte et l'oreillette gauche. Est-ce que c'est un trajet donc, non, c'est un trajet en fait. Oups. Donc, ça, c'est un trajet. Donc, Interartériel, dangereux. donc entre l'oreillette et l'aorte, donc c'est pas un trajet donc qui est grave. هو le trajet artériel. Comme dans ce cas-là. Surtout, je vais vous montrer qu'on pourrait aussi avoir. C'est normalement, regardez, c'est le coronaire, le coronaire droite. Quand on la voit dans la cross-section, c'est un rond. Quand on voit la naissance de la coronaire en cross-section, on voit que c'est un aspect dit en bec de flux. En fait, ça traduit un trajet intramural. D'ailleurs, c'est un cas que j'ai eu pour relecture. C'est un cas adressé par mon ami Dr Zina Mnali, donc qui m'a adressé ce cas pour relecture. Et c'était en fait le patient rêvé. Je trouve qu'il y a une anomalie. Il avait donc une anomalie de naissance. Déjà, la coronaire droite qui avait la naissance du sinus antéro-gauche de U, avec ce trajet anguleux et un trajet intramural. Surtout donc sur les reconstructions. Donc, regardez cette sténose. Donc, que le patient avait, donc, et qu'il y a le passage en intramural de la coronaire. Je vais vous montrer donc, regardez la naissance, surtout le coronaire droite qui fait chez l'aspect en bec de flûte, ou va déjà normal. Ça, c'est le trajet intramural. Là où donc, معناتها في الأرض تدخل معناتها elle est dans la paroi de l'art وبعد تعمل donc تخرج على روحها. Et le patient a été en fait opéré et on l'avait contrôlé dernièrement et avec c'était un roofing, on l'appelait ça. Et donc vous voyez là, il y avait une donc réimplantation de la coronaire. Une autre pathologie, c'est les fistules coronaires. C'est plutôt des anomalies de terminaison. Donc, c'est la communication entre l'artère coronaire, une autre structure vasculaire, des gros vaisseaux, ou une structure cardiaque. Donc, ces fistules, c'est généralement dans les cavités droites, VD après OD, puis sinus coronarien, artère pulmonaire, donc c'est par ordre de fréquence. Voici là une fistule coronaire droite, ventricule droit. C'était un patient adressé par le Dr Rani Al-Gargouri, que vous connaissez tous, qui fait la cardiopédiatrie. Et on voit bien, bel et bien, donc la coronaire droite qui se jetait dans le ventricule droit. C'était un cas où la coronaire droite avait fait une fistule dans l'artère diaphragmatique. Donc, et là, c'est un cas particulier de la fistule, donc où elle va, donc la coronaire va avoir donc une terminaison dans des artères systémiques. Là, c'était une artère diaphragmatique. On pourrait aussi avoir des anévrismes coronaires. Donc, comme dans la maladie de Takahashi, on avait donc dans les polyongites.
هنا un anévrisme dans le cadre d'un athérome ولا هنا donc شفتوا نفس التصويرة mais c'est des patients donc différents. Là c'est un cas de la littérature, donc un Kawasaki. Et pour terminer, on pourrait avoir aussi un pont intra-myocardique. Le pont معناتها c'est quand on aura un segment donc artériel qui va cheminer dans le myocarde. Il est entouré de part et d'autre du muscle myocardique et on va apprécier sa profondeur et l'étendue de ce point. Pour terminer donc le compte rendu le coroscanner, c'est un compte rendu type عندنا موجود نخرجوه ونريقلوا عليه donc à chaque fois qu'on a donc des patients différents. Donc, et pour conclure, le coroscanner, vous voyez, ça va. Donc, vous avez vu qu'il fait une analyse des artères coronaires, donc avec des développements des technologiques, distinguer des pathologies athéromateuses, non athéromateuses, évaluation qualitative, quantitative, degré de sténose, morphologie, composition, standardisation du compte rendu. On applique le CADRAX 1.0. Peut-être donc on va vers l'application du 2.0. Tout ceci pour permettre une prise en charge optimale de la maladie coronaire. Pour ceux qui veulent avoir plus de lecture, notamment sur le plan technique, bon, c'est un mémoire que j'ai fait dans le cadre d'un CEC, donc de multimédia. Donc vous pouvez consulter, elle est disponible dans la médiathèque, le Moodle aussi. Oui, Qui prend le coroscanner donc de façon oui. notamment انا مقريين interprétation وسميت technique. مقريين مقريين في الاخر قصه صغيره. هو انت قبله باش جيت هناني وين بوم لا كازا ومصطفى تاك هذاك. Si monsieur Rohay, ou je ne sais pas qui كمل est عيط en لي train برك. votre micro est allumé. Et pour terminer, Voilà. donc un peu aussi peu d'avenir. Donc l'intelligence artificielle, en fait, cette étude, bon, quand même, elle date de 2020, mais faite par une équipe donc, chinoise. En fait, ils ont une morphologie, donc le morphotype, donc le faciès du patient. Ils prévoient en fait donc le facteur de risque cardiovasculaire. Et ils ont donc trouvé que c'était intéressant. Est-ce que vous avez des questions? C'est On compris? précise des patients. Allez, En fait, j'ai une question, s'il vous plaît. allez. Est-ce que chez les patients obèses ou bien porteurs de prothèses aortiques, surtout mécaniques, est-ce que ça peut gêner l'interprétation ou pas? L'obèse. Ouais. L'obèse, déjà la quantité de produits de contraste, باش نزيدوها. وثم les obèses بالحق معناتها généralement الكاليتي نتاع مش كان كوروسكانير معناتها معناتها il va les images يبداو bruiter. البروتيز شو اسمه لا ما يقلقش معناتها peut-être c'est pour le score calcique. Il faut bien choisir donc quand on fait le contouring pour avoir le score calcique. Et puis ما تنساش احنا تو احنا ولينا نعملوا carrément في معناتها les scanners pour les prothèses pour voir حتى la faisabilité même la dysfonction de prothèses. Avec on a de jolis cas, les les fuites paraprothétiques, les anévrismes périprothétiques, par même d'IRM, l'IRM cardiaque, même par les temps porteurs de prothèses, et donc les nouveautés, l'IRM. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Shaima. Shaima. Annie, موجودة. C'est très intéressant. C'est très riche. C'est Merci bon. beaucoup, Wiem, Donc, يعطيك الصحة. les sténoses في الكورoscanner, en fin de compte, c'est visuel. ما هوش Pour en fin de compte estimer c'est le visuel. شوف Hmm. هو شفت j'ai montré beaucoup de façons de faire diamètre surface الكالكول نتاع الماشين الكالكول donc واحد mais الحقيقة et je l'ai dit احنا انا personnellement dans des équipes très qui m'appellent chevronnées c'est surtout donc le calcul visuel تنجم احنا بعد تشوف شعبات الماشين. Mais je ne vais pas me méfier. Enfin, je me méfie parfois de la machine, surtout quand
malgré les corrections automatiques نتاع انك تعطيك يا ربي سمي اوتوماتيك وتعطيك لا ما انك تبدل الكونتوري مي تنجم تغلط شو اسمه ليستيماسيون ونعملوا معناتها ديما هو راهو الفيزوال سا سابخون معناتها سي باغ ليكسبيريونس ماهوش اول نهار باش نعمل الفيزوال. Tu dois être concordant. يعني. effectivement انا جينيرالمون كيف نعمل فيزوال ومسور نعمل mesure des diamètres généralement ماهيش حكايه 25% ou 26% ou 23% فهمتي هي في التالي وكان عندك سي اون مارش في التالي Ouais. سي بون